Bonjour à tous et bienvenue dans Jump, le podcast de ceux qui, comme moi, veulent faire le grand saut dans l'entrepreneuriat. Pour m'accompagner dans ce projet, j'ai décidé d'aller à la rencontre d'entrepreneurs pendant 3 mois sur le continent américain. Après 1 mois passé au Mexique, je me suis envolée à New York où je reçois cette semaine Benjamin Chemla. Benjamin est ce qu'on appelle un serial entrepreneur et vous verrez que ce n'est pas le seul dans cette ville. Il est le cofondateur de la plateforme de coursier Stuart en France. Si vous ne connaissez pas Stuart, sachez juste que c'est la start-up qui, après avoir levé 22 millions d'euros, est passée en 18 mois de 0 à 200 salariés et 15 000 livreurs dans 3 pays européens. Tout ça avant de revendre l'entreprise au groupe La Poste. Une belle success story donc, dont Benjamin nous donne les clés dans cet épisode. Après cette première réussite, Benjamin et son associé ont décidé de traverser l'Atlantique, direction New York City pour vivre le rêve américain. Et c'est un pari réussi, puisqu'en 1 an et demi, leur nouveau bébé Fit House, un réseau de salles de fitness, est en pleine explosion dans la grosse pomme. Benjamin nous raconte comment et pourquoi ils ont décidé de se lancer sur ce créneau aux US et nous parle de ce que c'est que d'entreprendre à New York quand on est français. Je vous laisse donc découvrir cette aventure passionnante et si l'épisode vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner au podcast et de me laisser un petit commentaire sur iTunes. Bonne écoute! Bonjour Benjamin. Bonjour. Bienvenue dans Jump. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors, pour les auditeurs, on est ici à New York, dans les bureaux donc de WeWork, où Fit House a ses bureaux en ce moment. Et j'ai le plaisir de recevoir Benjamin Chemla, qui va nous parler de plusieurs de ses expériences entrepreneuriales, notamment Stuart et Fit House qu'il a lancé maintenant aux États-Unis. Alors Benjamin, est-ce que je peux te demander de me raconter comment tu es devenu serial entrepreneur, puisque tu as un passé d'avocat, mais tu en es aujourd'hui à ta troisième boîte que tu montes. Donc comment est-ce que on en est arrivé là ? D'abord, les études de droit, c'est assez long. Alors, c'est vrai que pendant mes études de droit, j'ai commencé à me lancer dans plein de projets différents, des projets associatifs. J'étais président des concours de plaidoirie de l'Université Paris 1, j'étais président du BDE. Ça a commencé comme ça finalement. Puis ensuite, j'ai organisé des soirées. Et j'ai toujours été attiré par ces activités que j'avais à côté. Et à mesure en fait que mes études avançaient, j'ai commencé un petit peu à préciser des projets en particulier. Et c'est à l'école du barreau en fait que j'ai commencé à travailler réellement sur ma première entreprise qui s'appelait citycake.fr. Donc à l'école du barreau en fait, qui est quand même assez prenante, c'est un concours assez dur, etc. Donc tu as fait tout ça et finalement tu n'as jamais exercé en tant qu'avocat. C'est la grande tristesse de ma famille. En tout cas au départ, ça l'a été. Mais c'est vrai que voilà, ça a été une année folle. L'année du barreau, j'étais en même temps à l'école du barreau. J'étais également à l'ESCP en master entrepreneuriat et donc du coup poussé à créer ma boîte. Et j'ai monté avec un associé à l'époque citycake.fr en parallèle, qui était une plateforme où on référençait des pâtissiers et chocolatiers de Paris, des grands noms, et on les livrait en 1 heure. Et c'est vrai que c'était une année un peu schizophrène puisque j'essaie de jongler entre les deux tableaux. Puis à la fin, j'ai finalement opté pour celui de l'entrepreneuriat à 100%. Et donc, tu avais fait un master entrepreneuriat, tu as commencé déjà un peu à travailler. Il y a des entrepreneurs dans ta famille? C'est quelque chose auquel tu avais pensé avant ou ça t'a pris en fait comme ça à la fin de tes études et tu t'es dit en fait le droit c'est pas ça, il faut que je fasse autre chose? Non, pas du tout. Il y a absolument aucun entrepreneur dans ma famille. Moi, j'ai des parents, ma mère est médecin, mon père est informaticien. On est très loin de l'entrepreneuriat, la création d'entreprise. Mais je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'être poussé en tout cas à me développer dans ma vie avec des parents qui m'ont toujours poussé à faire plein de projets. Et c'est peut-être ça l'initiative entrepreneuriale. Elle vient peut-être de cette grande confiance qu'on a posée en moi quand j'étais petit, mais pas de background entrepreneur. Et alors, comment t'es venue cette première idée, City Cake, donc cette plateforme de livraison de gâteaux, de pâtisseries et de chocolat. Comment est-ce que tu as eu l'idée de la lancer ? Je pense que les premières entreprises, et je sais que c'est un peu le sujet du podcast, souvent elles naissent d'idées toutes bêtes, de conversations toutes bêtes ou de besoins qu'on identifie à un moment dans sa vie courante. Et ça a été mon cas. Donc tout simplement, j'avais une copine à l'époque et j'avais envie de la surprendre. Donc je voulais lui envoyer un cadeau. Je trouvais que les fleurs, c'était un petit peu déjà vu. Très bien, j'ai rien contre les fleurs, mais je trouvais ça déjà vu. Donc je voulais la surprendre, elle aimait bien les macarons. Donc je voulais lui faire livrer des macarons, soit de la Durée, soit de Pierre Hermé, en tout cas d'une maison parisienne de pâtisserie. Et ça me paraissait à l'époque, en 2010-2011, une évidence. C'était évident qu'un projet comme ça, un produit comme ça existait. Donc en 2010-2011, juste pour redonner un peu de background, il n'y avait pas encore Deliveroo, il n'y avait pas encore Uber Eats. Et il n'y avait pas Stuart.
Et il n'y avait pas Stuart, dont on parlera dans un instant. Et oui, absolument. Et il n'y avait pas de géolocalisation, pas de smartphone. C'était vraiment le début. On était déjà content d'avoir un téléphone en couleur. Et donc, tout simplement, en revanche, ça me semblait évident qu'on pouvait faire livrer des macarons dans la journée. Et c'était pas le cas, tout simplement. Donc, j'ai commencé à appeler la durée. Je leur ai dicté par téléphone les macarons que je voulais, dicté par téléphone ma carte bleue. J'ai dû négocier avec des gens pendant un certain temps pour que la livraison ait effectivement lieu. Et puis, ils ont dû faire appel, j'imagine, à un coursier de manière très ponctuelle. Et en fait, ça m'était resté. Donc, je m'étais dit, mais c'est pas possible qu'on puisse pas se faire livrer de tout, et à commencer par des macarons. Et en plus, ça avait dû te coûter le prix de la boîte de macarons en livraison, quasiment. Mais ça avait fait plaisir à ma copine. C'est l'essentiel. Et donc, du coup, tu t'es dit... du coup, j'ai gardé l'idée, mais j'ai pas gardé la copine. Du coup, malheureusement. Mais en revanche, j'ai continué avec cette idée et ça a été mon premier projet. Donc, livrer en moins d'1 heure les meilleurs pâtissiers, chocolatiers et gastronomie de Paris. Et c'était vraiment leur offrir en fait une voie de digitalisation de leur propre magasin, puisqu'en fait ils avaient des magasins mais ils étaient absents sur Internet, alors qu'il y avait énormément de requêtes sur les réseaux sociaux et en même temps un système de livraison. C'était un peu la préface avant ce qui a donné ensuite Stuart. Donc tu sors de l'ESCP avec ton diplôme et là, au lieu d'aller dans un cabinet d'avocats, tu appelles des pâtissiers ou tu vas les voir et tu leur dis est-ce que ça vous intéresse d'être référencé sur mon site ? Absolument. Je me rappelle du début de cette aventure. Je connaissais absolument rien à la pâtisserie et je me rends chez un, puis deux, puis trois pâtissiers. Je vais sur les pages jaunes, j'essaie de comprendre quels sont les meilleurs pâtissiers et je vais d'abord déguster en fait leur pâtisserie et c'était d'abord un environnement magnifique et puis ensuite leur proposer le service. Et c'est génial en fait. Ça, c'est deuxième leçon pour moi. S'il y a des gens qui écoutent et qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, vous avez le début du commencement d'une idée. Prenez un iPad ou prenez juste une feuille, un papier, écrivez une présentation et commencez à les pitcher des gens. Et c'est en rencontrant ces pâtissiers-là que j'ai compris leur métier, compris potentiellement leurs besoins et du coup affiné un peu le produit qu'on a développé par la suite. Mais c'est hyper intéressant d'aller se confronter à un marché réel et à des professionnels quand on veut lancer un projet plutôt que de le mûrir chez soi et de penser qu'il faut faire signer des NDA à la terre entière avant de commencer à en parler. Donc concrètement, tu allais chez La Durée, tu commandais un Ispahan ou un macaron et ensuite tu allais demander à parler au chef pâtissier et tu lui demandais s'il voulait bien... livrer ses macarons. Alors au début j'allais en call comme ça, c'est-à-dire que je faisais enfin où je passais les portes et je fais du tap plutôt, c'est comme on appelle ça quand on est commercial et ça marchait pas tellement. Donc ensuite dans un second temps j'ai plutôt fait des appels téléphoniques en demandant et en sollicitant des rendez-vous, en leur expliquant qu'il y avait une opportunité énorme dans la vente en ligne et que je voulais absolument rencontrer le patron pour en parler. Et c'est comme ça que j'ai vu une centaine de pâtissiers très rapidement en quelques semaines. Et ensuite, évidemment, quand on en a vu un, on lui demande de nous en présenter d'autres, etc., etc. C'était un petit milieu, mais ça a été très intéressant. Et tu dis on ? T'étais avec un associé ? J'avais un associé qui était avec moi à l'ESCP à l'époque, Ralph, et avec qui on a monté ça ensemble. Et au bout de combien de temps ça commence à décoller ? Est-ce que vous avez eu tout de suite de la traction ? Comment ça s'est passé en fait les débuts de City Cake ? Ça s'est passé doucement. On avait investi 5 000 € chacun. On était dans une cave à l'ESCP, à l'incubateur. On faisait vraiment attention à notre business model et au montant qu'on allait investir. Donc on était des petits entrepreneurs et en fait tout simplement après on a réussi à faire nos premières ventes. On a commencé à avoir une traction. On a levé des fonds. Donc c'était ma première levée de fonds. On avait levé 400 000 €. C'était, je me rappelle les efforts que ça avait été. C'était pour des jeunes entrepreneurs, c'est difficile. On savait pas forcément vers qui se tourner, où aller. Et c'était le début de la création d'un peu d'un network. Et puis ensuite, avec cet argent, on avait monté une équipe un peu plus structurée. Et rapidement, on faisait une 80-100 courses par jour de Paris avec 60-70 € de panier moyen. Donc ça commençait à devenir intéressant. Mais ça a pris 1 an et demi à peu près, ce processus. Et au bout de combien de temps vous avez revendu à Resto-In ? Et ben justement, après cette année et demie, 2 ans, on est rentré dans un processus soit de levée de fonds, soit finalement d'adossement à un autre acteur. Ce qu'on a compris très vite, c'est que le sujet principal, c'était celui de la livraison et de la livraison de commerce de proximité en tout genre. Nous, on était extrêmement positionnés sur une niche, la pâtisserie et le chocolat, et on s'est dit à l'époque, élargissons, devenons un acteur qui livre de tout, ou alors peut-être rencontrons d'autres acteurs qui sont déjà positionnés sur la livraison de repas. Et c'est là que j'ai rencontré Clément Benoît, qui est aujourd'hui encore mon associé, qui lui avait fondé en 2006 Resto-In, qui était en fait le précurseur de Deliveroo, de Uber Eats. C'était la première plateforme qui référençait des restaurants d'une part, des coursiers d'autre part, et qui offrait le tout à des clients.
dans une époque où en fait le modèle était plus Allo Resto, c'est-à-dire Allo Resto référençait des restaurants qui avaient déjà des livreurs. Resto-in offrait une plateforme logistique en fait de livraison. Et donc coup de foudre professionnel et amical avec Clément. On partage la même vision, que ce soit pour la livraison et aussi pour la restauration livrée. Et on décide de fusionner CityCake à l'intérieur de Resto-in. Donc CityCake devient une société de Resto-in et moi, un actionnaire de Resto-in aux côtés de Clément, avec qui j'ai continué l'aventure jusqu'à la revente de Resto-in. Et donc la revente de Resto-in intervient en octobre 2014, c'est bien ? 2015. En octobre 2015. Ouais. Mais vous avez entre-temps lancé Stuart. Et alors, l'année 2015, c'était une année assez extraordinaire puisque Resto-in était en croissance. C'était une société qui était quand même présente dans 5 pays, 9 villes, à peu près 150 salariés, 22 millions de chiffre d'affaires, rentable. Toi, tu en étais General Manager. Et moi, j'étais General Manager et j'étais en particulier en charge de la France et de la Belgique. On s'était un peu répartis comme ça les rôles. Et ce qui s'est produit, c'est que sur cette année-là, c'était l'année folle du food delivery. Il y avait énormément de transactions, que ce soit du côté de Delivery Hero, que ce soit du côté de Just Eat, Rocket Internet, Takeaway.com. C'est tous les acteurs un peu historiques se cherchaient à consolider et à racheter des acteurs un peu plus petits. On avait une position qui était assez intéressante puisqu'on avait une position de pionnier sur ce modèle-là de logistique et marketplace. À l'époque, Deliveroo n'était qu'à Londres, Take It Easy qu'en Belgique, donc c'était Foodora uniquement en Allemagne, donc on était les seuls à avoir ce maillage-là, et on recevait en fait des marques d'intérêt de la totalité des acteurs, et on savait que courant 2015, probablement Resto-in serait vendu, tout simplement, et c'est à ce moment-là qu'on a eu donc l'idée de la suite, enfin notre suite, et notre suite s'est appelée Stuart, donc la deuxième boîte réellement sur laquelle j'ai été l'un des cofondateurs. Donc Stuart, qui était un service de coursier en fait mais pas simplement pour de la food, mais aussi pour n'importe quoi. C'était B2B et B2C. Stuart, c'était B2B et B2C. B2B et B2C. Et donc, en même temps que vous êtes encore chez Resto-in, vous commencez à développer ce service de livraison. Comment ça se passe ? Comment vous mettez ça en place ? Vous avez déjà des premiers clients que vous pouvez leverager de par la food. Vous aviez des gens qui vous aviez déjà demandé un petit peu ce service-là. Comment vous mettez ça en place ? À l'époque, on recevait honnêtement des demandes quasiment toutes les semaines d'acteurs food ou pas food qui souhaitaient solliciter nos livreurs. On était une des seules startups en Europe qui géolocalisaient des livreurs sur Resto-in et qui les offraient en temps réel. Et je me souviens de grands fleuristes, je ne citerai pas de nom, de grands acteurs de la fleur, des grands acteurs du retail qui étaient venus vers nous et qui nous avaient dit mais est-ce qu'on peut pas utiliser vos livreurs en dehors des horaires des repas pour qu'ils puissent livrer aussi nos outils. Et ça a été un peu le départ de Stuart. On a commencé à réfléchir là-dessus et on a vu la vague Amazon Prime Now qui allait arriver. On a vu la transformation du commerce de proximité avec des magasins qui deviennent des points logistiques, des hubs logistiques, des points de stockage e-commerce. Et on s'est dit, mais finalement, ça nous paraît absurde qu'il soit aujourd'hui plus agréable de se faire livrer un burger en termes de user experience que de se faire livrer un colis e-commerce traditionnel. C'est pas normal qu'on puisse géolocaliser son burger à la minute près, envoyer des textos à son livreur, etc. Et qu'en revanche, quand on paye un produit 200, 400 euros en ligne, eh ben on a une expérience de livraison chaotique, comme on pouvait la connaître à l'époque. Et donc on s'est dit, bah finalement, on a une place nous à jouer. On est tech, on est operation, on est logisticien. On va créer en fait le premier acteur B2B qui va mettre en commun une flotte de livreurs et la connecter à tout type de marchand. Et c'était quoi le plus gros challenge avec Stuart, notamment peut-être en termes de business model ? Le challenge, c'est comme toute on-demand plateforme, donc Uber ou Deliveroo ou Stuart, on doit d'abord être en position de suroffre pour générer de la demande. Ce qui signifie que ce soit la caissière chez Franprix ou que ce soit le retrait e-commerce chez Zalando ou le burger chez Burger King, il faut être capable d'avoir sur un point de retrait un livreur en moins de 5-10 minutes, probablement même 3-4 minutes. Et pour ça, il faut être capable d'offrir une flotte de livreurs extrêmement nombreuse et active sur la plateforme. Et donc ça a un coût. Et donc forcément, cette suroffre, faut la financer quand on ouvre une ville jusqu'à arriver à un break-even, qui est en fait le moment où en fait il y a une masse critique de demande qui permet d'avoir suffisamment de livreurs traitant suffisamment de commandes, et du coup c'est intéressant pour tout le monde. Parce que là on a l'impression par exemple que ce point-là, Deliveroo, ils l'ont toujours pas atteint. Ils l'ont probablement atteint sur certaines villes.
D'accord. Donc c'est vraiment une histoire de volume. C'est pas du tout structurel. Le fait que les livreurs soient de toute façon un coût fixe et que par coût de livraison ils coûtent un certain prix, ça n'empêche pas d'être rentable un jour. Non, absolument. Et je pense que si on prend un livreur, par exemple, à vélo, quand il se connecte sur une application quelle qu'elle soit, j'imagine que le break-even par livreur par heure, il va se situer pour lui, dans sa poche nette, entre 12 et 14 euros, ce qui va correspondre à 3 courses ou 3 courses et demie. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une telle densité de la commande qu'on a des livreurs qui font des micro-distances, voire parfois qui vont dans un même immeuble livrer 3 personnes. Puisque les ordres peuvent être poolés, hein, donc ça, on va donner un peu comme quand on prend un Uber Pool, et voilà, la même chose se produit dans les algorithmes qu'on avait bâtis chez Stuart et qui existent pour certains, j'imagine chez d'autres compétiteurs, et ça permet en fait d'avoir un livreur qui va faire plus de livraisons par heure et du coup être plus rentable. Pour Stuart, vous aviez levé 22 millions d'euros auprès de La Poste, n'est-ce pas ? Absolument. Qui était une énorme levée de fonds, surtout à l'époque et surtout pour la France. Comment vous vous y êtes pris et qu'est-ce que ça vous a permis de financer comme projet ? Stuart, ça a été assez spécial puisqu'on a rencontré le groupe La Poste à nos débuts. On avait une expérience qui était déjà avec nous puisqu'on avait des années d'expérience dans la livraison avec Resto-In, dans plusieurs pays, dans plusieurs villes. On savait faire. On avait des clients qui étaient prêts à nous joindre. On a fait un seed round à notre création de 1,5 million, 1,4 million exactement, où au capital on avait des grands entrepreneurs français, le fondateur de Vente Privée, fondateur de Sushi Shop, d'Allociné, etc. Et donc parmi ces clients, on avait parmi ces investisseurs, on avait des potentiels clients. Justement. Et donc, c'était ça notre force, c'est qu'on arrivait avec un peu de funding et des potentiels clients déjà au capital. Et c'est là qu'on rencontre, au hasard d'une rencontre, le CEO du groupe Géopost, filiale Expressis du groupe La Poste. Et la suite, c'est simplement qu'il était devenu indispensable pour un groupe comme La Poste de se positionner sur le secteur du dernier kilomètre. Et qu'on avait une vision qui était selon eux la meilleure, qu'on avait une expérience et le savoir-faire pour l'exécuter, et ils voulaient être à nos côtés, et pour nous ça ne pouvait se faire que si c'était une opportunité d'accélération très significative, et donc on s'est entendu sur une levée de fonds significative, ce qui nous a permis de sauter des étapes et finalement d'avoir un comportement post-série B alors qu'on était sur un très gros seed. Donc on avait un comportement d'ouverture de ville très dynamique en 18 mois, 200 recrutements, une dizaine de villes ouvertes, 3 pays. Donc ça a été une croissance folle pour une boîte qui avait, au moment de cette levée de fonds, que 4-5 mois. Donc en 18 mois, vous avez une croissance exponentielle. Ça se passe du coup plutôt très bien. Pourquoi vous avez décidé de leur revendre Stuart et est-ce que ça a été difficile de se séparer de cette boîte ? Stuart, c'est un projet magnifique. On est extrêmement fiers, Clément et moi, d'être à l'origine de ce projet-là. Un projet dans lequel on a beaucoup donné. On a signé près de 500 clients en l'espace de 18 mois. On a rencontré des gens extraordinaires, recruté des gens extraordinaires, travaillé avec des gens extraordinaires. Et je pense que il y avait une histoire industrielle qui a commencé dès le début, qui s'est poursuivie par la suite. C'était une des options. Voilà, elle s'est produite et aujourd'hui, je crois que le groupe La Poste est très satisfait du groupe Stuart, qui se développe très bien avec les clients qu'on avait signés à l'époque et qui a des résultats qui sont encore plus impressionnants que ceux qu'on avait pu prévoir. Et vous, toi en particulier, tu as été satisfait aussi de cette transaction ? Moi, je suis très satisfait de cette expérience humaine et entrepreneuriale. C'est la deuxième avec Clément, qui est un entrepreneur et un ami que j'aime beaucoup et avec qui je pense qu'on va en faire encore pas mal. On a encore un bout de chemin ensemble et FitHouse en est la preuve puisque c'est la troisième entreprise qui nous lie. Et on y vient donc, puisque non content de ces 2 premières belles expériences entrepreneuriales, tu décides avec donc Clément de traverser l'Atlantique et de vivre le rêve américain pour vous lancer une nouvelle boîte à New York, où nous sommes donc ici. Donc FitHouse, qui est un réseau de salles de fitness. Comment est-ce que vous avez eu cette idée, j'ai envie de dire presque un peu folle, de vous lancer sur le marché du fitness quand même déjà assez saturé, mature en tout cas, aux États-Unis? On avait très envie de se lancer aux États-Unis. C'était un rêve de gosse, d'être sur un marché immense où tout est possible, tout paraît un peu fou. Concrètement, nos 2 précédentes boîtes avaient requis l'ouverture de plusieurs bureaux dans plusieurs pays.
C'est pas facile de passer son temps dans les avions, aller de Paris à Londres, de Londres à Barcelone, d'essayer de comprendre les différentes modalités, les différentes manières de faire, les différentes règles juridiques, les différentes monnaies, les différentes règles de droit social, etc. Et donc on s'était dit la prochaine, on l'a fait aux États-Unis puisque c'est quand même un marché immense et on l'a fait dans un secteur qui nous plaît et où il y a de la place pour la disruption. Toi, tu t'y connaissais un petit peu en sport, en fitness ? Je m'y connaissais dans une certaine mesure. Moi, j'étais à la salle de sport une fois par semaine avec des amis. Mais voilà, j'étais pas un énorme fitness addict. Clément un peu plus, il a fait plusieurs marathons, il a fait un Ironman. C'est un grand passionné de fitness depuis longtemps. Et en fait, quand on est arrivé ici, on n'avait pas une idée précise en tête. On était un petit peu plus, on réfléchissait à une sorte d'Airbnb experience. La jeunesse de l'idée, c'est un projet intéressant de discussion. Grosso modo, on arrive ici. On ne sait pas ce qu'on veut faire, on a un embryon d'idée, c'est une sorte d'Airbnb de l'activité. Et on se met à développer une petite app et à vouloir discuter avec pas mal de gens et rencontrer pas mal de gens et les pitcher sur cette idée. Et ce qui ressort, c'est que notre idée, en fait, elle marchait pas et que la plupart des gens trouvaient qu'il allait pas avoir un repeat énorme. En revanche, sur le chemin, on s'est aperçu qu'il y avait un marché sur lequel le repeat pouvait être énorme, c'était celui du fitness. Et donc, tout simplement, on a fait notre travail, on s'est inscrit à tout ce qui existait à New York et à Los Angeles. On a été dans toutes les différentes salles possibles et imaginables et on s'est inscrit sur ClassPass et c'est comme ça qu'on a pu analyser un peu le marché du fitness et s'en faire une idée. Ça a l'air sympa en tout cas, entre le tour des pâtisseries, ensuite le tour des salles de fitness, c'est toujours des expériences sympas au début. Ouais. Et qu'est-ce que c'est ce créneau que vous avez identifié qui était manquant aux États-Unis ? Eh ben, tout simplement, d'abord, on a pris une baffe quand on a compris le concept de la classe. C'est un concept qui est un peu en train d'arriver en Europe, mais qui est extrêmement développé ici. Les Américains ont commencé à quitter progressivement les gyms traditionnels pour trouver en fait dans leur quotidien une place pour des classes. Donc ils vont dans des endroits très spécialisés où ils vont finalement faire une activité unique avec 30 autres personnes dans une classe et un prof. C'est le cours collectif. Et donc on a des classes de yoga, des classes de boxing, des classes de bootcamp, de cycling. Donc il y a plein de tendances qui ont émergé ces 8 dernières années. Et c'est aujourd'hui là qu'il y a la plus grosse croissance dans le fitness aux États-Unis. Et donc ça a été une baffe parce que quand vous allez dans une de ces classes, c'est vraiment un show de Broadway avec un prof qui a un micro-casque, qui est un performeur extraordinaire. Et en fait, au-delà de transpirer, quand on ressort d'une classe comme ça, on a une motivation, on a envie de conquérir le monde. Et c'est ça que viennent chercher aujourd'hui les Américains. Et c'est sur ce terrain-là qu'on a voulu se lancer. Si je reviens un tout petit peu sur le début, la manière dont vous avez testé votre idée, donc que vous avez abandonnée, tu dis on a développé une petite app. Donc vous aviez tous les deux un peu un background tech, vous avez embauché un développeur. Comment ça s'est passé pour On avait des équipes, on avait commencé à un truc très simple, MVP, on avait fait un Flinto, c'est juste en fait c'est pas une app, hein, c'est juste une interface pour montrer à quoi va ressembler potentiellement le produit. Et on a commencé à pitcher des gens sur cette idée-là. Quels gens vous avez commencé à pitcher en priorité? Eh ben un peu de tout, des entrepreneurs, des potentiels business angels, des VC. On est venu aux États-Unis, on voulait aussi rencontrer, créer un network ici qu'on n'avait pas nécessairement au départ. On a eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires. Dans le secteur du fitness? Dans le secteur de l'activité, de l'entertainment, du fitness, un peu de tout. On a vu les fondatrices de SoulCycle, on a vu des entrepreneurs à LA assez incroyables, des VC, des acteurs, enfin bon, tout un tas de gens. C'était facile de rentrer en contact avec eux? Hyper facile. Je pense que de manière générale, un truc qui est génial aux États-Unis, c'est que les gens veulent te voir. Après, à toi d'être convaincant, à toi de réussir à les saisir et de les embarquer dans ton histoire, dans ton aventure. T'as pas beaucoup de temps pour ça. C'est vraiment des fenêtres de 5-10 minutes potentiellement ou plus, mais pas bien plus. En revanche, tout le monde veut te voir et quand tu déclenches un meeting, tu peux l'avoir sous 2-3 jours ou une semaine. Là où à Paris, je me souviens que parfois il y a des contrats qui m'ont mis 1 an et demi à finaliser avec des gens pas forcément aussi importants que les gens que j'ai pu rencontrer à New York les premières semaines. Et donc ces premiers contacts vous ont aidé à fignoler en fait votre concept. Et quand vous avez trouvé le concept de la classe, comment ça s'est passé au début en fait pour mettre en place cette idée? C'était quoi les premières étapes? Trouver des locaux, trouver des profs, ça demandait beaucoup d'investissement, j'imagine. Ce qui nous a vraiment stupéfait, c'est à quel point le public qu'on trouvait dans ces classes est un public de jeunes dynamiques, 25, 28, 30 ans. Donc pas forcément les gens les plus fortunés, des gens qui vivent dans une ville qui vaut cher, New York, Manhattan, ça vaut très cher de vivre ici, et ces gens-là sont prêts à dépenser $36 à $40 pour une seule classe. Ça nous a semblé extrêmement
excessif pour 45 minutes de boxing ou de cycling, même si l'expérience en elle-même est plutôt sympathique. La deuxième chose qui nous a surprise, c'est à quel point ce marché devenait transactionnel. C'est-à-dire que là où avant la beauté du fitness avait toujours été le membership, c'est-à-dire l'abonnement mensuel et après l'accès illimité, ce marché-là devenait extrêmement segmenté, fragmenté et transactionnel. Donc ces gens-là allaient ou vont toujours dans 4-5 endroits différents par mois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire lundi yoga chez Y7, mercredi je vais aller chez Barry's Bootcamp, jeudi je vais me faire un cycling chez SoulCycle, etc. Donc les gens s'éparpillent et du coup finalement on a plus de mal à voir émerger de la communauté. Hein. Vraiment ce côté nous apparaissait extrêmement manquant et donc on s'est dit on va créer le Whole Class Club, c'est-à-dire on va prendre toutes ces tendances de classe et les offrir dans un seul membership illimité et dans des locations qu'on va créer. On va nous-mêmes développer nos propres clubs et offrir tout ce qui se fait de mieux dans un seul endroit. Et parlons-en de ces locations, parce qu'on est quand même à New York, qui est, je pense, une ville où l'immobilier est peut-être le plus cher au monde. À aucun moment, vous vous dites, ça, c'est un projet ultra capitalistique. Alors, j'imagine que vous aviez un peu de sous de votre revente de Stuart, mais comment vous avez financé ça et comment fonctionne votre business model, en fait? Figure-toi que non, parce qu'en réalité, quand tu arrives ici à New York, il y a 1 an et demi, enfin même encore aujourd'hui, quand on est arrivé ici, on s'est aperçu que le real estate commercial était en pleine crise. Et en fait, en marchant dans la rue, tu t'aperçois sur la 5e avenue que tu as une boutique vide toutes les 3 boutiques. Sur Broadway, pareil. Sur Park Avenue, Madison Avenue, Upper East Side, pareil. Il y a un phénomène qui se passe aujourd'hui, c'est que le petit commerce ne fonctionne plus. Donc c'est soit tes Whole Food Market ou Duane Reade ou CVS qui sont les équivalents, je sais pas, de Monoprix, on va dire, à Paris. Soit tu n'existes plus. Donc les boutiques ferment les unes après les autres. Et ça laisse une opportunité extraordinaire. Ça laisse une opportunité extraordinaire. Tu as une crise commerciale du real estate commercial, ce qui fait que les prix ont baissé de manière très significative. Et on va pouvoir avoir les meilleurs deals possibles sur exactement la taille de ce qu'on recherche aujourd'hui pour faire nos salles. Donc on se dit au contraire, il y a une opportunité de revenir au physique pour en fait réouvrir des clubs sur ce concept-là et de lancer Fit House. En combien de temps vous ouvrez votre première salle de gym? Entre le moment où vous posez un pied sur le sol américain et le moment où vous ouvrez la première, il se passe combien de temps? Il se passe 6 mois avant qu'on ouvre un pop-up. Donc le temps de recruter une petite équipe, d'avoir un concept, une marque, une identité, des formats de classe qu'on met en place avec nos profs, de recruter les meilleurs profs de la ville, de comprendre la ville, etc. Et en 6 mois, vous faites le tour. Excuse-moi, je te coupe. En 6 mois, vous faites le tour de tous les clubs de New York et LA. Vous recrutez une équipe et vous ouvrez le premier. Ouais, c'est pas mal. Oui, c'est très impressionnant. Et donc on ouvre notre premier pop-up. À l'époque, justement, tu parles d'investissement. On veut pas faire d'investissement lourd. Si on veut pas, on connaît pas suffisamment la ville, on connaît pas suffisamment le métier, on sait pas exactement quelle taille de club on doit avoir. Et donc, on ouvre un premier club à Soho, en essayant de comprendre tout ça. En revanche, on travaille sur des templates, des formats de classe qui encore aujourd'hui pour certains sont distribués dans nos salles. Et donc, on lance, on ouvre, premier jour, salle pleine. Salle pleine. Vous aviez fait beaucoup de marketing, beaucoup de communication? Rien. Bouche à oreille, Instagram et le côté incroyable des États-Unis qui est que les gens aiment tester des choses nouvelles. Après, leur fidélité va dépendre évidemment de la qualité de service. Ils sont habitués à des très hauts niveaux de qualité de service ici aux États-Unis. Mais en revanche, quand il y a une nouvelle gym dans une rue, on passe devant 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis on essaye. Et c'est vraiment le truc génial. Plus Instagram, on prend des profs avec un certain following, donc c'est hyper important évidemment. C'est un des principaux canaux d'acquisition chez nous. Et donc en fait, le prof va tweeter, va envoyer de la story, et derrière, ça va faire venir naturellement des gens qui les suivaient déjà dans d'autres salles où ils ont pu être profs. Vous avez des profs qui sont des influenceurs en fait? Nos profs sont des influenceurs. Ils viennent des meilleurs studios de New York. Dans leur catégorie, on va essayer de prendre les meilleurs. On est très sélectif. On a maintenant une vingtaine de demandes par semaine de profs qui souhaitent nous rejoindre. Et on a tout un processus de tri et ensuite de training pour qu'ils puissent tout simplement proposer notre modalité. Et dès le départ, en fait, c'était notre exigence. Elle était sur le prof. Le prof, c'est le produit. Donc, on a besoin d'être extrêmement exigeant sur son recrutement. Comment vous avez financé ce projet? Alors, premier sou, c'est Family and Friends et nous-mêmes. Ensuite, après ce succès de pop-up, on a monté une vraie traction et une vraie appétence et un savoir-faire de notre part. Et du coup, on a pu assez rapidement, en presque 2 semaines seulement, fermer un round de 7 millions. C'était un tour leadé par GFC, qui est le fonds Global Founder Capital, qui est le fonds créé par l'ancien fondateur de Rocket Internet, Oliver Samwer.
Et on avait aussi à ses côtés des gens comme Xavier Niel qui nous a soutenus, Jean-Émile Rosenblum ou encore un des fondateurs de Uber, Oscar Salazar. Et donc cette levée de fonds nous a permis derrière de financer nos réelles ouvertures. Donc on a ouvert depuis 2 salles, mais cette fois-ci des vraies salles qui ne sont pas des pop-up. C'était des investisseurs que vous aviez déjà derrière vous pour Stuart par exemple? Il y a quelques-uns dans la cap table en commun, effectivement, qui sont des amis aussi. Puis avec le temps, qui deviennent des amis, on se fait confiance, on fait pas mal de choses ensemble. Et pour d'autres, GFC, c'est la première fois, c'est une rencontre avec Hugues de Brocourt, qui est un super partenaire de GFC, et avec Oliver Samwer, qu'on avait lui rencontré dans le passé, et qui nous ont fait confiance sur ce projet-là. Et si on parle un peu de ton associé, donc Clément, vous en êtes donc à votre deuxième projet entrepreneurial ensemble. J'imagine que donc ça veut dire que ça se passe bien. Qu'est-ce qui fait que ça marche bien entre vous et comment vous répartissez les rôles? Ouais, je pense la beauté de cette association. Moi, je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui s'associent avec leur meilleur ami en pensant que c'est nécessairement une bonne idée. Ça l'est malheureusement, je le pense pas toujours. On peut s'embrouiller assez rapidement avec ses amis. Nous, c'est le chemin inverse. On a commencé par bosser ensemble et c'est devenu un de mes plus proches amis. Et je pense dans ce schéma-là, ça devient extrêmement sain parce qu'on s'est trouvé une complémentarité de fait. Il est très product, très design. Il aime il va dans le détail, la précision, que ce soit sur un produit technique ou même sur un workout et la définition d'un workout. Moi, je suis plus finance, legal, HR et un peu business développement. Et donc moi, je recrute des équipes, je monte des équipes pour mettre tout ça en place. Belle association. Et donc, vous avez monté 2 boîtes ensemble. Enfin, toi, tu en as monté 3 du coup. Est-ce que tu peux nous parler de ce que c'est que de monter plusieurs entreprises? Qu'est-ce que tu fais différemment peut-être la 3e fois de la première? Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que ça va plus vite? Qu'est-ce que tu apprends et que tu ne fais pas comme erreur, par exemple? Je pense que tu vas plus vite, nécessairement. Tu vas plus vite, notamment à éliminer les fausses bonnes idées de départ quand tu te dis ça c'est génial et en fait tu le confrontes un peu plus rapidement à la réalité. Je pense que tu vas plus vite à lever des fonds, ce qui est pas forcément une bonne chose toujours, et parfois c'est pas mal aussi de savoir faire avec peu. Moi c'est quelque chose que j'essaye de garder, le côté très cash, comment on dit, on fait attention à son cash, on surveille économe. Son cash. Économe. Tu vois là on a une équipe de 50 personnes, pourtant on est dans un WeWork, on a des hot desks. C'est inutile de se lancer dans des bureaux très chers pour pas grand chose. Donc voilà, c'est faire attention, mais disons qu'on va là. Tu lèves plus vite, tu élimines plus vite les mauvaises idées et tu vas recruter un peu plus vite ton équipe parce qu'ils vont te faire confiance sur la base de ton track record. Et c'est quoi vos objectifs là pour 2019 pour FitHouse? On va essayer d'ouvrir encore 2 salles, 2 clubs, un gros flagship Upper East Side où on aura plusieurs studios à l'intérieur et toutes les modalités et aussi une offre un peu de lounge où les gens peuvent venir prendre un juice bar, un protein check, se mettre sur la Wi-Fi, etc., faire un petit rendez-vous business et puis ensuite refaire une classe derrière. C'est vraiment créer cette dimension social club qui me semble essentielle, comme une sorte de WeWork du WeWork du fitness, pardon. Et donc ça c'est le gros flagship et une 2e salle aussi dans la foulée. Et en termes de nombre de membres par exemple? On va essayer d'arriver aux 8-10 000 membres, ce serait pas mal. Très bien. Si on parle de ce que c'est que d'entreprendre aux États-Unis et plus précisément à New York, pourquoi vous êtes venu ici et qu'est-ce qui vous plaît aux États-Unis? Je trouve qu'aux États-Unis, on n'a pas de place pour être oisif. C'est-à-dire que tu viens ici, tu fais un projet, ça rate, ça réussit, mais t'as ta réponse assez rapidement. On voit pas beaucoup de gens rester des années sur des projets qui n'aboutissent pas ou peu ou qui stagnent. Ça va très très vite parce que tout simplement la place vaut cher, la compétition elle est au max, mais en même temps les investisseurs, quand ils investissent, ils peuvent vraiment investir de manière très significative et te permettre de développer très rapidement. Et quand ils investissent pas, t'arrêtes. Donc en fait, je trouve qu'ici tout va très vite, dans un sens comme dans l'autre. Et malheureusement, quand on regarde en Europe le nombre de licornes, il y en a pas beaucoup parce que les marchés sont petits, parce que les levées de fonds sont plus petites, etc. Et moi, ce qui m'a toujours fait rêver, c'était ce côté un peu aller chercher une licorne, non pas forcément pour l'aspect financier, plus pour l'aspect impact. C'est créer des projets avec gros impact et gros marché. Go big or go home. Exactement. Et est-ce que c'est facile de monter une boîte quand on est français ici, et notamment en termes de visa? Monter une boîte, oui. 3 clics sur Internet et hop, t'as une société au Delaware. Donc ça, c'est pas compliqué. Au Delaware? Ouais.
Delaware, c'est un État des États-Unis qui est plus attirant pour les investisseurs. En termes de fiscalité? Exactement. En revanche, ça ne t'empêche en rien d'opérer dans une autre partie des États-Unis. Donc, tu peux avoir une société domiciliée au Delaware et opérer à New York. Il y a rien c'est tout à fait normal. Si tu vises l'ensemble des États-Unis, encore plus, parce que du coup, tu peux avoir des structures par ville où tu vas te lancer. Maintenant, pour ce qui est du visa, le visa est intimement lié au nombre d'employés que tu vas avoir. Alors, chaque cas est unique. Si tu es une personne extraordinaire avec des extraordinary abilities, à ce moment-là, tu peux demander un O1, qui est un visa pour si tu as fait par exemple beaucoup de presse en France, ou si tu es un artiste, ou si tu es un grand sportif de haut niveau. Dans notre cas, j'ai fait un visa E2, donc c'est un visa d'entrepreneur et d'investisseur. Il y a des contraintes là-dessus, puis il faut amener un certain nombre d'argent sur le territoire. C'est un visa qui est attaché à deux choses. La première chose, c'est à une entreprise. Donc le jour où l'entreprise n'est plus, le visa n'est plus. Donc mon visa est intimement lié à Feedhouse. Et la deuxième chose, c'est c'est un visa qui est lié à des investissements et du recrutement. Donc il faut montrer un projet, si ça n'a pas encore commencé, en tout cas il faut montrer un projet de recrutement intéressant aux États-Unis. Donc montrer qu'on va embaucher des Américains, des citizens, des Américains qui ont la nationalité américaine. Et puis derrière, il faut montrer qu'on fait venir des investissements de l'étranger. Donc en centaines de milliers à minima, pour que on puisse avoir ce genre de visa. Et d'un point de vue personnel, tu te plais à New York? Tu penses que tu vas rester ici de longues années? C'est une ville extrêmement sympa, dynamique, on s'ennuie pas une seconde. Mon seul conseil, si certains veulent venir à New York, c'est de très vite commencer à de temps en temps se donner un ou deux week-ends de répit pour prendre un peu de distance, qu'on se fait vite manger par cette ville. On se lève à 6h du matin, on se couche à 2h, c'est du non-stop 24. Et ça peut être un peu épuisant, donc c'est important peut-être une fois tous les mois et demi ou 2 mois d'aller 2-3 jours un petit peu faire un peu de remote et un petit break. Merci beaucoup. Alors, on va passer aux questions de la fin. Est-ce que tu as un livre ou peut-être une application qui t'a particulièrement aidé ou inspiré dans l'entrepreneuriat? Sur le développement personnel, moi, il y a une application où j'ai la chance d'être un des investisseurs et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Kober. Donc, c'est une application qui permet d'avoir des cubes, ils appellent ça. Donc, c'est des livres résumés ou alors des audiobooks. Et donc c'est assez sympa, comme moi j'aime bien courir, j'écoute très souvent sur Kober des livres de développement personnel ou d'entrepreneuriat en courant, donc j'aime bien. Super, Kober, je mettrai la référence dans les notes du podcast. La question que je pose toujours à mes invités, est-ce que tu as une idée de boîte pour moi? Plutôt en France, mais aux États-Unis, je prends aussi. Je pense que le fait que tu sois aux États-Unis te donne peut-être l'opportunité de regarder toutes les direct-to-consumer brands. C'est la grosse tendance ici du moment. Il y a le rasoir Billy, par exemple, qui est assez intéressant. C'est un rasoir en direct-to-consumer pour femmes qui cartonne, donc avec un abonnement. Je trouve que c'est très intéressant. Ça n'existe pas, à ma connaissance, encore en France. C'est le Dollar Shave Club pour femmes. Voilà, un petit peu. Il y en a d'autres ici, mais dans les direct-to-consumer brands, en ce moment, c'est le truc ici, le shampoing personnalisé. Donc, tu expliques exactement quelle est ta spécificité de cheveux et tu as un shampoing qui vient directement chez toi. Je crois que c'est Function of Beauty. Okay, il y a une marque qui s'appelle Function of Beauty. Donc, il y a plein de marques comme ça ici de direct-to-consumer. Et en fait, ce que j'aime bien moi avec ces idées-là, c'est qu'elles n'ont pas de frontières. Elles reposent simplement sur un bon marketing, des influenceurs qui portent en fait la marque, et derrière tu peux l'opérer depuis la France, mais en fait aller chercher n'importe quel autre pays pourvu que tu aies un expéditeur qui te le permette. Donc je trouve ça très intéressant. Et enfin, la dernière question, quelle est ta chanson américaine préférée? Et on enchaînera là-dessus. Moi, je suis un passionné de rap américain, un peu old school. Et j'écoutais aujourd'hui Notorious Big. Il y a une chanson que j'aime bien qui s'appelle Party and Bullshit, qui est une chanson que j'aime beaucoup, donc j'écoute très souvent en allant au bureau. Super, on enchaîne sur Party and Bullshit. Merci beaucoup Benjamin. Et à la semaine prochaine les auditeurs. À bientôt. My man say that I knew from the project. Said he had beef, asked me if I had my piece. Sure do, 222s in my shoes. Holla if you need me, love, I'm in the house. Roman stroke, see what the honeys is about. Moet poppin', hope poppin', ain't no stoppin'. Big Papa, I'm a bad boy.